Bonjour à tous, François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à cette entrevue avec deux amis pilotes de ballon. Des amis, ça fait un petit bout qu'on se connaît les gars. Johan François Frèvre, salut. Allô, allô. Sébastien Poupard, salut. Salut. Les gars, vous avez réalisé un record de durée en 2020 en montgolfière. Comment l'idée vient? Est-ce qu'on se réveille un matin, on appelle notre ami et on se dit, bon ben, ça te tente-tu de faire un record de durée, mon Sébastien? Ça a été l'inverse, en fait. C'est toi qui m'as appelé. Ouais, en fait, ça a été, c'est ça. On était supposé, tu as déjà été, on allait voler souvent à Roxton Pond l'hiver. Puis là, il y a, c'est quoi, 2018, si je ne me trompe pas. Finalement, en parlant avec divers pilotes, etc., ça ne marchait pas. Fait qu'au lieu de se déplacer à Roxton tout seul, il y avait Martin Hansworth qui volait avec Sam Barito à l'époque. Puis j'appelle Johan la veille, je dis hey, regarde, ça te tente-tu, ton ballon n'est pas disponible, etc. Mais viens, embarque avec moi, puis on va aller s'amuser. Fait qu'on a fait un premier vol de même à l'époque, puis finalement, on a volé quoi, 4 heures, quelque chose comme ça. Puis de là, l'idée a commencé à germer de on serait peut-être capable de faire plus, mais on a commencé à regarder les records existants, etc. Fait que c'est à partir de là. Avant de rentrer dans le vif du sujet du record, là, j'aimerais ça que vous me parliez un peu pour les gens qui vous connaissent, mais qui ne vous connaissent pas dans tous les détails de votre vie. Comment l'aventure de la montgolfière a commencé pour vous, Johan? Moi, ça a commencé quand j'étais fœtus. Ma mère, c'est toujours comme C'est ça. bien dit. Pour vrai, C'est mon premier. famille. Exact. Ma mère a été la première femme à toucher des bowlers au Québec. Puis après ça, elle a introduit mon père. Puis moi, par la suite. Donc, mon premier vol, j'étais officiellement fœtus quand je l'ai fait. C'est comme ça. J'ai tombé dans le bain. Sébastien? Moi, dans le fond, mes parents viennent de Saint-Jean. J'ai toujours vu les ballons depuis que je suis tout petit. Puis finalement, de fil en aiguille, je voulais être équipier, etc. Mon père est professeur de violon, donc ça ne donnait pas dans son horaire. Quand le festival arrivait, c'est le début de la préparation de cours. Fait que ça n'a jamais donné. Jusqu'à temps qu'après une couple d'années au secondaire, quelque chose comme ça, je me rends compte que le voisin de chez qui je tondais le gazon, c'était Julien Turcotte. Et puis, je l'avais embarqué dans le camion de poursuite de Papy à l'époque, avec Richard, que je ne connaissais pas encore à l'époque. Fait que le lendemain à l'école, je dis hey, écoute, moi, ça m'a toujours intéressé. Fait que de fil en aiguille, il a fini par me faire rentrer dans l'équipe. Puis c'est de là que l'aventure a commencé à faire la poursuite et éventuellement devenir élève pilote avec le premier groupe de la PMQ, etc. Fait que, Plutôt au niveau de devenir pilote, là, c'est bien beau de dire je viens d'une famille de pilotes, ma mère, mon père, c'est comme les joueurs de hockey, mon père joue au hockey, tu ne deviendras pas automatiquement un joueur de hockey. C'est quoi qui a fait le déclic un jour, tu t'es dit, sais-tu quoi, j'aime tellement ça que je veux devenir pilote moi aussi? Je pense que c'est le fait d'avoir jamais arrêté. Quand ma mère a dû arrêter pour des problèmes de santé, je me suis retrouvé quand même ensuite avec Hélène Vien puis Jean-Guy qui m'ont donné l'opportunité de continuer à pouvoir faire du ballon pendant des années. Puis après, l'équipe a grossi. Je me suis retrouvé avec Daniel Piléo. Fait que j'ai toujours resté dans une équipe de famille de ballon. Puis j'ai l'impression que la flamme a toujours resté là. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais le devenir pilote. Puis Daniel et Léo étaient instructeurs, ils m'ont formé. Puis comme mes deuxièmes parents, c'est mes deuxièmes parents aussi officiellement, fait que on les accepte comme ça. Et je suis devenu pilote. Plusieurs le font en temps plein, temps perdu. Moi, c'était pas mal à temps perdu avec les études et tout, là. Sauf que là, on commence à s'acheter des ballons, on le voit, on le suit. Ça devient une passion qui est pas juste, on va voler une fois de temps en temps. Là. C'est rendu que vous avez quelques ballons dans la famille. Là. Oui, on est rendu à 5, mais oui, pour l'instant, on va arrêter là. On va prendre un petit break, on verra pour plus tard, mais avec 5, je pense que je vais me satisfaire. la dernière fois qu'il a dit ça, il y en a un qui s'est rajouté. Ouais. Tu es en train de nous donner un scoop, il y en a un autre? Non, pas pour là. Pas pour tout de suite. Sébastien, ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu pratiques le sport depuis longtemps. Tu l'as dit, tu as commencé comme équipier. Ta conjointe Marie-Christine, que ça fait des années que vous êtes ensemble. Veux pas, faut que la conjointe suive et aime ta passion. Parce que quelqu'un qui va aller faire du ballon, tu t'en vas pas là pour une petite demi-heure puis c'est terminé. On s'en va là pour une bonne partie de la soirée, puis faut pas avoir d'autres plans. Est-ce que ça a été difficile d'amener Marie-Christine dans l'aventure? Non, dès le début, on faisait peut-être quelques semaines à peine qu'on était ensemble, puis j'étais en train de faire mon cours. J'avais un vol d'instruction, je me rappelle bien, avec Daniel Turcotte à l'époque. Et puis, il me l'a fait embarquer. Fait que ça a aidé, disons, à partir la relation, puis à lui faire aimer ça. Puis, comme tu dis, mais après ça, c'est de suivre à chaque fois qu'il y en a.
C'est sûr qu'avec les horaires, etc., c'est pas toujours évident, mais elle est toujours fidèle au poste. Là, vous avez réussi un record de durée. On va en parler un petit peu en détail tantôt, mais qu'est-ce qui fait que des pilotes de ballon décident de se dire on va essayer de faire de la compétition? Tu sais, c'est bien le fun de voler. On part de Saint-Jean, on atterrit à Saint-Grégoire, puis on planifie pas notre vol, puis on va atterrir où on va atterrir. Mais qu'est-ce qui fait qu'on décide de dire bon, ben, de un, j'aurais le goût peut-être de faire de la compétition, et de deux, d'essayer de battre un record? C'est de toujours, je pense que peut-être en dedans de nous autres, en ayant fait depuis, comme tu dis, quand même un bon bout de temps, de juste voir ben, c'est quoi la prochaine limite d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de différent. On aime les deux voyager puis aller voir d'autres choses. Fait que je pense que c'est un peu dans la même optique là, de juste sortir de notre zone de confort puis de pousser ça plus loin. Oui, puis de voir tu sais, en fait, on se promène à différents festivals, comme un peu à Albuquerque, qui est l'événement le plus gros où est-ce que la compétition est présente. Des fois, tu dis, ben, je suis pas bon, mais je vais m'essayer. Tu sais, je l'ai jamais fait. Puis finalement, ben, tu finis par te dire, ben, j'ai réussi à atteindre une cible, t'es fier, puis tu dis, on va peut-être continuer un peu, puis on va se lancer dans cette idée-là de se renouveler un peu, d'essayer de trouver un peu un côté différent du ballon, puis de se dire, bien, on va essayer d'aller chercher un nouveau côté à la passion. Puis après d'avoir fait notre premier vol de 4 heures en jasant, tu te dis, on serait capable de faire plus que ça. En 4 heures, tu as le temps de parler. Surtout toi. Oui, mais je pense que c'est comme ça après ça d'arriver et de se dire, bien, on va battre un record, c'est une autre étape de plus qu'on pourrait faire. Là, je veux vous parler du 30 janvier 2020, qui est une date qui va rester gravée dans les livres de records au Canada. Vous avez établi le record. Sera-t-il battu? C'est à suivre. Peut-être qu'il va être battu par vous deux, on ne sait pas. Hein? Peut-être que vous allez battre votre propre record. Je veux que vous me parliez de cette journée-là. La préparation pour une journée comme ça, qu'est-ce que ça demande comme préparation? Bien, c'est pas juste une journée, là. C'est Ouais. ça a pris, on en parlait tantôt un peu, ça a pris au-dessus de 2 ans. Bon, on fait un premier vol de 4 heures, on regarde, hey, la consommation n'est pas pire, etc. Bon, ben qu'est-ce qu'on pourrait faire? On vise, mettons, au début, là, on avait regardé, on pensait que c'était 6h15, 6h20. On s'était dit qu'avec le premier vol, le premier essai, on avait facilement la capacité de le rejoindre. Finalement, c'était 8h10 qu'il y avait à battre. Mais bref, en faisant des calculs, en faisant un deuxième vol en 2019 pour dire, bon, ben là, dans l'optique qu'on veut faire le record éventuellement, mais on fait un vol plus de pratique, voir qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, à quoi il faut penser, etc. Beaucoup de planification aussi avec des gens qui en ont fait. Là. Bill Whelan, par exemple, avec Sandra, on avait fait beaucoup. Fait qu'on beaucoup de discussions avec eux. Bon, ben, côté météo, qu'est-ce que ça prend? Après ça, avec André Lapointe, un petit blanc de mémoire. Salutations, André. Donc, avec André Lapointe, ben, côté officiel, ça prend quelqu'un qui vient surveiller le record, etc. Bon, ben, de ton côté, qu'est-ce que ça te prend, etc. Fait que beaucoup de discussions avec la CBA aussi, parce que c'est la Canadian Balloon Association qui vient homologuer le record au niveau canadien. Puis éventuellement, si ça avait été un record mondial, mais c'est eux qui transmettent l'information à la FAI. Donc, beaucoup de choses à penser, à planifier, etc. là. C'est stressant, Yoann? Quand on se réveille le matin du 30, qu'on sait qu'on s'en va essayer de battre le record, puis vous y pensez justement, comme Sébastien l'a expliqué depuis des années, est-ce que c'est quelque chose que quand on se réveille le matin, oui, il y a de l'adrénaline, c'est normal, mais est-ce que c'est stressant de se dire on s'en va essayer de conquérir un record canadien? Là? Je dirais pas stressant, on était peut-être Frénésie? Oui, fatigué. On avait peu dormi, on s'était pas mal planifié. C'était tout revoir aussi, s'assurer qu'on a vraiment tout, d'avoir des collations, quelque chose à boire, d'avoir vraiment tout le propane nécessaire, d'avoir la logistique aussi, d'avoir 2 véhicules parce qu'on avait trop de propane pour un seul véhicule comme tel, d'avoir des équipiers qui veulent nous suivre dans cette idée. Pendant presque 10 heures. Exact. Au-dessus de 10 heures, la préparation, ouais, c'est 14, 15, 16 heures au total. Là. C'est ça, fait que c'est quand même long, puis de s'assurer qu'on a vraiment tout fait. Est-ce qu'on a rempli tous les documents? Est-ce qu'on a vraiment été chercher au niveau de la CBA? Est-ce qu'on a le matériel nécessaire? Aussi de s'assurer qu'on a chargé les batteries supplémentaires parce qu'on part pour 10 heures, mais en plein hiver. Avons-nous les bons vêtements aussi? C'est ça, on s'est pesé aussi avec nos vêtements pour voir notre poids avec tout l'équipement pour ne pas dépasser le maximum. Ouais. Fait que ça faisait partie des choses qu'on a regardées. Fait que c'était plus pas... je pense que c'était un stress d'avoir tout fait,
d'avoir tout validé pour ne pas arriver en plein milieu du vol puis de se dire au bout de 7 heures de vol, ben on n'a plus de batterie puis on ne peut plus enregistrer nos données de vol. Tu sais, je pense que c'était plus cette logistique-là de s'assurer que tout était avec nous. Je pense que la checklist est beaucoup plus grande qu'un vol normal. Puis tu viens juste focus, c'est-à-dire, bon, ben, OK, j'ai pensé à ça, à un moment donné, les moindres détails, l'ordre dans lequel passer les réservoirs pour sauver du poids le plus rapidement possible, etc. Bien, tu sais, il a tout fallu les étiqueter, mais là, après ça, tu arrives dans le vol, on a rendu ça à celle-là, rendu ça à celle-là. Fait qu'il y a beaucoup plus de gestion. Fait que je pense que tu n'as pas le temps d'être stressé, tu fais juste rentrer dans le bain puis être concentré pendant toute cette journée-là à dire, ben c'est ça qu'on a à faire. Si tu t'en vas à Cancun, tu oublies ton costume de bain, tu sais que tu vas t'en acheter un rendu là-bas, mais vous autres, je sais pas combien de pieds vous avez monté, on va en parler du vol, mais c'est difficile de... C'est pour ça que c'est vraiment une préparation là, qui est hyper importante. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, il fallait s'orchestrer avec André pour la gestion. OK, il faut s'assurer que tu prennes des photos de tout le long du vol. On veut s'assurer qu'on ait le plus d'informations pour valider à la fin s'il y avait des questions de la CBA pour le record, mais de s'assurer que tous les éléments correspondaient, en fait. Quand même un rapport de 30-40 pages à faire au final, à remettre à la CBA là, avec un paquet de points spécifiques à couvrir. Fait que, puis à partir du moment qu'on décolle, ben, tu n'as plus le droit de toucher au sol, tu n'as plus le droit de rentrer. Tu peux même pas dire qu'un équipier passe à côté et il te lance quelque chose pour un radio que tu as oublié quelque chose. C'est terminé, tu pars, puis il faut que ça se termine, passer le temps que tu vises. Au niveau des conditions météorologiques pour établir un record comme ça, est-ce que, tu sais, je comprends, là, vous êtes des fervents de météo, vous avez analysé votre météo, mais quelles sont les conditions parfaites pour pouvoir établir un record comme ça, Sébastien? Bien, il y a 3 sortes de records. Il y a distance, durée qu'on a faite, puis l'altitude. Les 3 demandent... Bien, l'altitude puis la durée, ça peut être similaire, mais la distance, c'est complètement d'autres conditions que ce qu'on a eu. Fait que dans le cas de la durée, ce qu'on attendait pendant... on a attendu 1 mois et demi, 2 mois, là, entre le début de l'hiver puis qu'on fasse le vol. C'était un gros centre de haute pression qui arrivait sur nous, qui se déplaçait très, très, très lentement. Un vol de durée, c'est pas un vol où tu vas viser à aller haut. Tu vas voler le plus bas possible parce que chaque fois que tu montes, c'est de l'énergie que tu dépenses que tu n'auras pas pour faire du temps après. Donc, tu vises à rester le plus bas possible, maintenir un vol le plus calme en mouvement vertical possible. Donc, en avançant très peu, ça veut dire que tu vas croiser moins de fils électriques, de pylônes, de maisons, etc., que tu vas avoir à monter puis redescendre après, que chaque fois tu gaspilles l'énergie. Donc, cette journée-là, on faisait 2 couple de jours là, avant qu'on avait spoté. Il y a l'air d'avoir un beau gros centre de haute pression qui se déplace tranquillement. Puis là, cette journée-là, ben, il était au nord-ouest de notre position, dans le coin de entre Mirabel et Val-d'Or le matin. Puis il traversait carrément là, dans un axe nord-ouest à sud-est, là, la Montérégie pour être dans le nord du Vermont en fin de journée. Fait qu'on savait en plus que les vents allaient tourner, parce que autour d'un centre de haute pression, ça tourne vers la droite. Fait qu'en étant par rapport au centre à un endroit, au fur et à mesure qu'il se déplace, ben, tes vents tournent. Fait qu'on savait qu'en passant avant cette zone-là à après cette zone-là, on allait éventuellement revenir sur nos pas. Donc encore là, limiter encore plus notre déplacement, parce que veut pas, ben, les zones de Saint-Hubert, Montréal, etc., qu'on ne veut pas aller jouer dedans, parce qu'eux peuvent arrêter carrément ton record, parce que non, on ne te donne pas l'autorisation. Fait qu'on a eu la journée parfaite, finalement, après beaucoup d'attentes, de préparatifs, avoir très peu de vent, un beau ciel dégagé. Ça a été, on ne pouvait pas demander mieux. Puis on avait testé l'année d'avant aussi, où est-ce qu'on était parti très tôt le matin, mais que finalement, on avait trouvé un peu de glace sur le ballon. Fait qu'on se disait, bien là, si on arrive avec la glace, cette glace-là va chauffer, en fait. Fait que là, ça rend l'enveloppe plus humide. On pourrait probablement augmenter notre consommation. Fait qu'on avait retravaillé un peu sur la structure de comment est-ce qu'on voulait faire notre record, puis du moment où est-ce qu'on pouvait le faire pour optimiser. Parce que aussi, on parle de limitation pendant la journée pour le vol. Fait que si tu le fais trop tard, ben tu n'as pas assez d'heures pour battre le record. S'il ne fait pas 8 heures de soleil où on n'arrive pas là, ça faisait partie des points qu'on avait surveillés aussi. Un peu, je pense que ça va être demain. Ça a été pas mal la décision. Là, il y a plein de monde qui nous regarde là, dans le confort de leur salon, bien installé à la maison. Vous étiez 2 dans le ballon, donc il n'y a pas personne qui a vécu cette expérience-là, outre vous 2. Je veux que vous fassiez vivre un petit peu aux gens l'expérience du début du vol. Y a-t-il des péripéties quelconques jusqu'à l'atterrissage? Ça a duré combien de temps? On veut tout savoir.
C'est ça pour 10 heures, là. En Ben, moins de 10 heures. En moins de 10 heures. Mais pour vrai, tu sais, de décoller un petit vidéo qu'on a pris, on voit notre décollage, puis d'être On décolle d'où pour commencer? de Saint-Hyacinthe, OK. de l'aéroport à Saint-Hyacinthe. Puis je pense qu'on était très concentrés. En fait, nous, on était mindés à regarder l'heure de décollage pour s'assurer qu'on était adéquat, puis de se lever avec le lever du soleil. Ça, c'est un peu le côté impressionnant. Oui. Même un peu avant, parce qu'en réalité, pour maximiser notre temps de vol, on a décollé à la minute qu'on avait le droit. OK. Donc, la demi-heure avant le lever du soleil qu'on a le droit de voler, qui est considéré dans le jour en aéronautique, mais on l'a utilisé. Donc, c'était à quelle heure, ça, Sébastien? C'était 5h46, 47, quelque chose comme ça le matin. Oui, on était à 29 minutes, je pense. Ouais. On était vraiment OK. prêts. Tu sais, puis il faut se préparer d'avance. Absolument. Fait que tout ça, de se lancer là-dessus. On a regardé notre consommation au début, puis on s'est dit, mon Dieu, on consomme vraiment beaucoup plus. Fait que ça nous a comme un peu stressé, je pense, même dès le départ, en se disant, bien là, si on continue comme ça, on n'y arrivera jamais, on ne va jamais pouvoir finir. Fait que tu sais, ça avait commencé un peu comme ça, avec un niveau un peu plus stressant. Puis après, de voir la direction qu'on se dirigeait. On se dirigeait vers Montréal. Puis on se disait, ouf, ça va être difficile. On se déplaçait aussi plus vite. On était supposé se déplacer à 2, 3, 4 nœuds, puis on attrapait à un moment donné du 7-8 nœuds. Là. Fait que là, Montréal-Saint-Hubert arrive pas mal plus vite que prévu. Là. Fait que là, on voulait essayer de trouver le moyen de rester, de traverser l'autoroute près de Saint-Hyacinthe, mais les vents allaient pas dans la bonne direction. Fait qu'on essayait de rester très, très bas. Vous avez d'ailleurs donné tout un show aux automobilistes sur la 20, hein? Oui. On l'a pas réalisé sur le coup, là. On se l'est fait dire. Y a-t-il un bouchon sur l'autoroute 20? Oui. Semblait, ça se peut-tu qu'on vous avait à Salut Bonjour aussi? Oui. OK, c'est bon, ma mémoire ne me fait pas défaut. Tout à fait. On était concentrés, c'est ça. Il y avait une couche vraiment faible au proche du sol, là, les premiers 100 pieds, peut-être 100, 150 pieds, où on avait la petite droite qui nous dirigeait pas directement vers Saint-Hubert. Du moment qu'on montait, c'était 100, 150 pieds là, on prenait une coupe de nœuds, puis là, c'était direction Saint-Hilaire, Saint-Hubert direct. Fait qu'on restait bas, pour sauver du carburant, mais aussi pour avoir cette droite-là. Puis là, ben ça fait qu'on s'est rapproché de l'autoroute assez bas. Puis à un moment donné, on parle jasage, surveiller notre consommation. Puis à un moment donné, voyons, il n'y a pas de trafic là, il y a bien du trafic là. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Il est juste 7 heures, c'est pas l'heure de pointe encore. Jusqu'à temps qu'on réalise, c'est nous autres le problème. Oui, on a fait un petit bouchon de circulation sur Saint-Hyacinthe. Après, une fois qu'on a réussi à traverser, étrangement, on a réussi quand même à avoir des vents qui nous ont resté très faibles, qui nous a permis de faire, d'éviter Montréal, puis de se dire que finalement, on allait peut-être être capable de continuer à faire notre record. Après ça, on a aussi, on regardait les signaux de fumée qu'on était capable, toutes les cheminées, qui étaient de tous les sens, en fait. Puis là, on se disait, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a, on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller. On savait que c'est ça, que le centre de haute pression qui s'en venait, à un moment donné, on allait staller, si on prend l'expression, on allait carrément arrêter, puis on arrivait au centre, il n'y a plus de vent. Puis on avait estimé qu'elle allait être là vers 9-10 heures à peu près. Puis là, il était rendu 10 heures, 10 heures et demie, puis on commençait à ralentir, mais on s'est dit, on commençait à être quand même proche de Saint-Hubert. Puis on dit, il faut virer de bord, là, on ne peut pas continuer, là, il va falloir demander de rentrer à Saint-Hubert. On n'a pas de transpondeur, on n'a pas tout ce qu'il faut. Fait que là, on a pris un guess, on dit, on va aller voir plus haut. On monte. On va s'essayer. On va tester. Puis aussi, on s'est dit, les arbres sont en hiver, hein, fait que c'est difficile de voir les feuilles de quel côté qui se dirigent, puis une épinette, mais c'est pas super pratique. Puis on n'avait pas d'équipement non plus avec nous, pour nous guider. Fait qu'on a trouvé un moyen de demander. Est-ce que vous n'aviez pas le droit de ne pas avoir d'équipement selon les... C'est lourd. On essaie de minimiser le poids. Tout est calculé comme ça. Le ballon, ce que le manufacturier permet au décollage sur la taille qu'on avait, c'est 638 kilos. Fait que, tu sais, quand Yoann disait on s'est pesé, habillé tantôt, là, on s'est vraiment pesé, habillé avec notre stock d'hiver. OK, c'est tant de kilos là, puis tu veux voler plus longtemps, il faut que tu maximises ton propane. Absolument. Fait que chaque kilo que tu sauves peu importe une batterie, une collation, whatever, c'est des kilos de propane de plus que tu as pour faire ton vol. Là. Vous faites un régime avant le vol? Ou? On avait essayé on a essayé de vérifier, de réussir à réduire notre poids. Ça a été un échec, je pense. Vous le gym avant? Juste après Noël, c'était pas le bon temps pour ça. Non, on n'a pas réussi, mais on a réussi à quand même limiter notre poids en regardant, avec vraiment une checklist de tout ce qu'on allait avoir à bord, puis de tout le poids de chaque élément. Là. La veille au soir, j'étais dans mon entrée. On avait une tank là, que Yoann amenait, qui avait 12 kilos de trop, je pense. Fait que j'étais dans mon entrée la veille au soir à 9 h à brûler du propane jusqu'à temps qu'elle pèse le bon poids. Là. Ouais, pour être vraiment, pour pas qu'on dépasse aucunement les limites permises.
Mais c'est ça, fait qu'on a décidé aussi de faire travailler l'équipe parce qu'on n'avait pas de vent puis on ne savait pas vraiment vers où on s'en allait. Puis ils nous ont fait peur aussi avant, et on s'en va vers la gauche, puis ils partent complètement à droite, en dessous de nous, sur l'autoroute. Fait qu'on dit on va les occuper pour qu'ils nous suivent comme il faut. Oui, parce qu'ils ont décidé d'aller chercher un petit peu à manger. Ils ont bien fait. Ben oui, pendant le temps qu'ils savaient qu'on avait Je me mets à leur place, ils ont bien fait. Pendant le temps que nous autres, on n'avait pas le droit. Mais Là, vous avez pris de l'altitude. on a pris de l'altitude, puis on leur a demandé d'aller chercher des ballons, Des paires-bandes. OK. d'hélium, pour nous guider, pour savoir vers où le ballon. En fait, tu sais, c'était ciel clair, fait que pas de nuages. Même en altitude, on n'était pas capable de se dire, ben OK, on regarde en haut, ça nous ramène. Il n'y a rien, absolument rien. Rien au sol. Fait qu'on fallait se décider à savoir, est-ce qu'on monte, puis qu'on décide de consommer, ou on reste bas, puis on va peut-être se compromettre à être capable de ne pas y arriver. Fait que l'équipe est allée chercher des ballons d'hélium pour nous guider, pour savoir le vent se dirige, puis à partir de où qui nous permettent de se tasser. Donc là, quand on dit que les équipes de poursuite, ça travaille dans l'ombre, là, on en a la preuve, hein? Parce que s'ils n'avaient pas été là, ils vont pas chercher des ballons, ben vous auriez peut-être pas eu le réflexe de monter. Oui, c'est ça. Après 3-4 heures de vol, il y avait un risque que ça se termine là encore une fois. Oui, puis de leur demander une fois de temps en temps, lancez-en un, là, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. On est-tu encore en train d'avoir une bonne direction ou on est-tu capable d'avoir plus lent, plus rapide pour nous permettre d'être plus proche d'une route, d'être plus loin d'une montagne, tout ça, oui, ils travaillaient dans l'ombre à nous guider, puis d'attendre après nous pendant 10 heures, c'est long. Là, messieurs, on est rendu à près de 25 minutes de conversation. On dirait que ça fait 5 minutes. Alors, on va accélérer un peu le vol. Là, on a passé de 1 heure à 4 heures. Le vol a duré 9h57 minutes. On s'est retrouvé où à l'atterrissage? Ben, après 8 heures, on est revenu pratiquement au point de décollage. Parce que, comme on disait, les vents retournaient de bord. Fait que 7h30, 8 heures de vol, on disait on pourrait ratterrir juste à côté. Ça serait pas pire de faire le record du plus long vol, mais avec la plus courte distance entre le point de décollage. Ouais. Quasiment, c'est ça. Mais là, on s'est dit non, on va manquer de temps ou on va battre le record de 2-3 minutes, puis il faut que tu le dépasses d'un certain pourcentage pour que tu sois reconnu. Fait que, non, tant pis, on oublie l'idée. Puis là, ben, ça a été de travailler à contourner Saint-Hyacinthe pour ne pas finir non plus après 9-10 heures de vol, avoir atterri à cause du soleil qui se couche, le propane qui est bas, etc., puis être au-dessus de Saint-Hyacinthe. Fait que finalement, on a fini dans le coin de Saint-Damas, sur une piste de skidoo, pas trop loin de la route, super accessible. Parce que le premier vol, après 4 heures, quand on avait fini dans le coin de Shefford, ça a pris 2h30, 3 heures à sortir du champ parce qu'on était complètement au fond. On s'était fait brasser notre thermique avant. On dit non, on recommence pas encore à sortir d'ici à minuit. C'est pas une bonne idée. Fait que, Pour ma curiosité, la curiosité des téléspectateurs, le record était à combien avant que vous le battiez? 8h10. 8h10, oui. OK, ça n'a pas été battu de 2 minutes, là. Non. On a essayé de maximiser le plus possible pour qu'il soit difficile à être battu, je pense. Ouais. Fait que c'était ça notre objectif. Puis de rendre aussi la récupération facile. Des luges pendant 2 heures, après 10 heures de vol, ça ne tentait pas. Je comprends. Là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Quelles sont, premièrement, félicitations pour tout ça. Merci. Ça a été agréable. On vous suivait sur les médias sociaux. On a vu des photos par la suite. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Y a-t-il d'autres plans? Est-ce qu'on veut battre son propre record? Est-ce qu'on a d'autres idées en tête par rapport à des records que peut-être qu'on ne pense pas, mais qui pourraient être battus? Premièrement, voulez-vous travailler ensemble? Ça, c'est une bonne question. Je le sais pas. Pas plus que 10 heures. Ouais, écoute, il y a plusieurs options de record. Il y a plusieurs idées qui peuvent venir en tête, sans nécessairement être des records, mais juste de pouvoir voler à l'extérieur du pays. L'année passée, on s'est lancé l'idée d'aller dans l'Ouest en groupe, puis on le fait. Fait que c'est d'aller visiter notre propre pays. Le record de distance, c'est quelque chose d'intéressant qui nous trotte dans la tête, je pense. Je pense qu'on est ouvert à bien des propositions. Tant qu'on sort, comme on disait tantôt, on va chercher un peu d'adrénaline, qu'on sort de notre zone de confort, puis qu'on s'amuse au final. Là. Bien, messieurs, merci de nous avoir fait vivre votre belle expérience. Ça a été tout un périple que vous avez fait, puis ça a été vraiment agréable que vous partagiez ça avec moi et avec les gens qui sont à l'écoute. Merci énormément, puis je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci.